Merci beaucoup Daniela. Alors j'espère que vous m'entendez bien, y compris à distance. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors déjà peut-être trouver pour passer, c'est là. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Christophe Macret, je suis responsable affaires réglementaires au sein du SNITEM. Donc le SNITEM, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'organisation professionnelle française qui regroupe un grand nombre, je dirais même, d'industriels français du dispositif médical, principalement des opérateurs économiques, avec des fabricants et des distributeurs de dispositifs pour lesquels un grand nombre sont fournisseurs d'ailleurs de dispositifs au sein d'établissements de santé. Et au sein du SNITEM, aussi petite chose que je voulais dire, c'est que j'ai la chance de participer au groupe de travail vigilance de la NSM dans le cadre des comités d'interface où on échange beaucoup sur toutes les problématiques qui ont été et qui vont être discutées notamment aujourd'hui en vue d'essayer de toujours trouver des améliorations dans le process de gestion des vigilances et je dirais sur la PMS de manière plus large. Alors, sur la présentation que je voulais vous faire donc, rapidement ce matin, pour répondre aux besoins, alors, on va reparler rapidement du MDR, mais sans trop s'étaler, parce que je pense que vous avez déjà eu un grand nombre de présentations dessus. J'ai rappelé certains points. Si vous avez des questions, bien évidemment, j'y répondrai. Enfin, en tout cas, j'essaierai. Une autre partie beaucoup plus centrée sur le report de la période de grâce, parce que pour le coup, je pense qu'il est important de pouvoir le révoquer ensemble. Il y a forcément un impact majeur sur à la fois le référencement des dispositifs, mais aussi sur la gestion des cas de vigilance, notamment sur l'identification des dispositifs, leur validité, etc. Et puis après, refaire un extract très spécifique, là aussi sans forcément rentrer dans tous les détails un petit peu lourds, réglementaires. Je ne vous ai pas repris tous les articles, vous inquiétez pas. Mais pour revoir un petit peu qu'est-ce qui est spécifique au DMI au niveau réglementaire. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas tout détaillé, mais sur le parcours du DEM, donc vous savez, à la fois, il y a la certification SMQ et la certification des produits. Dans le cas du MDR, c'était déjà le cas dans le cas des directives, mais du coup, tous les produits doivent repasser dans le scope de l'évaluation. Tous les aspects réglementaires sont bien évidemment impactés par le nouveau règlement, enfin, on ne peut plus vraiment appeler ça nouveau règlement, maintenant, tout le temps, on va dire par le règlement sur les dispositifs médicaux. Là, je ne détaille pas, il y aura peut-être un petit focus juste sur 2-3 slides après. Juste sur cette slide-là d'ailleurs. Donc, juste les points un peu majeurs que je voulais réévoquer avec vous. Bien évidemment, au niveau organisme notifié, vous savez qu'il y a un impact majeur aujourd'hui avec un cahier des charges qui est renforcé. Pourquoi je le réévoque avec vous? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, ça peut être aussi un frein sur la mise sur le marché de certaines références, avec potentiellement des ruptures, des retards à la mise sur le marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on évoquera après ensemble le report de la période de transition, la période de grâce. On a également, et là pour le coup c'est très spécifique aussi au DMI, c'est un renforcement de l'évaluation avec surtout des temps d'évaluation qui sont augmentés notamment pour les dispositifs implantables. En lien avec le point d'après sur l'évaluation clinique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, bon, nous le retour qu'on en a aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même peu de DMI qui doivent repartir en conception pour être conformes au MDR et que les investigations cliniques qui sont lancées dans le cadre du passage au MDR ne vont pas apporter de modification à proprement parler au dispositif, néanmoins ont un impact très significatif sur le délai d'évaluation et donc avec des ruptures que vous avez déjà malheureusement pour la plupart vécues. On a également, et là c'est typiquement en lien avec les sujets d'aujourd'hui, un renforcement de toute la surveillance après les commercialisations des dispositifs. Et même si sur le principe, encore une fois, au niveau vigilance et PMS, on reste sur la même approche que ce qu'on avait jusqu'à présent dans les directives, on a un renforcement en termes de documentation des cas. Et là, pour le coup, ça a un impact direct dans vos différents services sur la documentation des cas de vigilance. Tout à l'heure, j'entendais, alors je ne suis pas arrivé dès le début, je m'en excuse, mais j'ai entendu effectivement qu'il y avait des difficultés à collecter certains cas de vigilance ou certains professionnels de santé qui sont peu enclins à déclarer certains cas de vigilance, c'est prendre des photos, etc. C'est pas toujours facile. Néanmoins, aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de data pour pouvoir déclarer au plus vite et traiter les cas de vigilance dans les meilleurs délais, à la fois pour le patient et puis pour voir si des actions correctives sont nécessaires pour la santé publique, bien évidemment, le cas échéant. On a également comme impact majeur l'augmentation de la transparence et de la traçabilité. Je ne vais pas refaire des slides spécifiques sur l'UDI, mais concrètement, c'est l'enjeu aujourd'hui. L'UDI qui, des fois, peut vous poser de certaines difficultés en termes de traçage, d'identification au niveau des établissements de santé, mais qui, néanmoins, reste un outil majeur et essentiel sur l'identification des dispositifs pour la gestion des cas de vigilance et la mise en place des mesures correctives de sécurité. Et donc, bien évidemment, étant donné que maintenant on est dans le cadre d'un règlement, on a une harmonisation européenne qui est renforcée par rapport à ce qu'on peut avoir dans le cadre des directives.
Je ne redétaille pas cette slide, c'était la période de transition initiale, avec, vous vous souvenez, des fins de mise à disposition de Legacy Device en 2025. Les Legacy Device, vous vous souvenez, les dispositifs médicaux qui étaient marqués CE au titre des directives, mais qui pouvaient continuer à être mis sur le marché sous certaines conditions, moyennant le calendrier qui est présenté sur la slide. Bon, là, ça reprend un petit peu, je vous le laisserai quand même, mais les impacts majeurs en termes d'impact sur la documentation technique, notamment des DMI pour les fabricants, l'adaptation aussi des systèmes de management de la qualité et les évaluations de procédures de la conformité qui ont été revues. Et donc tout ça nous amène aujourd'hui finalement à être dans une situation, alors toujours un petit peu, alors je vois qu'il y a un entonnoir qui a disparu, alors je ne le vois pas à l'écran, c'est pas grave, justement une problématique un petit peu de blocage au niveau de l'émission des certificats MDR des dispositifs. Alors c'est aussi donc bien évidemment pour ça qu'il y a eu un report de la période de grâce. Aujourd'hui, alors c'est un petit peu petit à l'écran, mais l'idée c'est de voir un petit peu où on en est sur la certification des systèmes de management de la qualité sur la courbe de gauche et sur la certification produit sur la courbe de droite. On voit aujourd'hui que sur les courbes que vous avez en bleu clair, c'est les certificats émis, et sur le bleu foncé, c'est les certificats qu'on doit normalement avoir pour le passage MDR. Alors, bien évidemment, c'est toujours un petit peu délicat au niveau des chiffres de dire que c'est 1 pour 1, parce que dans le cadre du passage au MDR, on peut avoir des certificats, des certifications initiales qui, pour une certification produit, vont se décomposer en 2 ou inversement. Enfin, c'est difficile d'avoir le même ratio 1 pour 1, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, même si les certifications MDR avancent bien, il faut dire qu'aujourd'hui, tout le monde a bien joué le jeu, aussi bien au niveau industriel qu'organisme notifié, pour mettre toutes les ressources à disposition au plus vite. On a encore un certain nombre de produits qui ne sont pas encore marqués MDR. Alors, au-delà de ces problématiques-là, et ce n'est pas forcément un message négatif, même s'il n'est pas positif, mais que je souhaite vous rappeler, c'est qu'effectivement, ces problématiques MDR font toujours courir un risque de pénurie sur les dispositifs. Et puis aussi, il faut quand même le rappeler, c'est la fuite de l'innovation un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on a 90-95% des équipes R&D des fabricants qui mettent sur le marché européen, qui sont tournés sur la conformité réglementaire pour régénérer des datas, pour avoir suffisamment de preuves documentées pour passer la certification MDR. Et c'est vrai que de fait, on assiste malheureusement aujourd'hui à une fuite des nouvelles technologies innovantes en faveur d'autres pays, notamment outre-Atlantique, plutôt qu'au niveau MDR, et enfin au niveau européen, je veux dire. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors effectivement, on a renforcé la sécurité, et je pense que c'est ce que tout le monde souhaite sur ces produits-là, mais c'est vrai qu'on a un petit frein sur l'innovation, pour des questions évidentes de ressources. Alors, fort de tout ça, on a eu un règlement modificatif, donc le 2023-607, pour permettre d'éviter au maximum la rupture de certains dispositifs médicaux, notamment les dispositifs les plus à risque. Alors, ce qui est important sur ce report, pour vous, en tant qu'établissement de santé, ce n'est pas forcément de voir tous les rouages de ces règlements modificatifs et toutes les contraintes au niveau industriel, mais de voir un petit peu comment ça va vous impacter, vous, au quotidien, parce que ça va être encore moins évident, finalement, dans le cadre de ce report de période de grâce, de pouvoir vérifier, finalement, la compliance des dispositifs que vous agréez, que vous réceptionnez ou que vous utilisez. Il y a la possibilité aujourd'hui, effectivement, de bénéficier d'une nouvelle période de transition pour des dispositifs, bien évidemment, qui étaient déjà marqués au titre des directives et qui, notamment pour les produits de classe supérieure à classe 1, disposaient déjà d'un certificat valide avant mars 2023 et qui, sous certaines conditions, donc, peuvent continuer à mettre sur le marché. Le point le plus important, je pense, à rappeler, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour possible des certificats émis par les organismes notifiés. C'est-à-dire que concrètement, vous avez un certificat qui se périme fin 2023. Si le fabricant répond à certaines conditions, on peut continuer bien évidemment à mettre les produits sur le marché et à continuer à les distribuer dans le circuit de distribution. Néanmoins, vous n'aurez jamais un certificat du coup valide d'un point de vue administratif, je veux dire, sur vos dispositifs. Sur cet aspect-là, sachant qu'en plus, on a le retrait finalement d'une exigence qui vise à enlever du circuit de distribution les dispositifs médicaux conformes directives, de telle sorte à pouvoir les écouler jusqu'à la fin de leur période de validité pour limiter les ruptures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
vous pourriez très bien, d'un point de vue technique, être amené à utiliser un dispositif qui a été référencé dans votre établissement de santé très récemment, par exemple le mois dernier, on va dire, par vos équipes, pour lequel il pourrait avoir un cas de vigilance, et pour lequel le certificat effectivement est échu, et pour lequel on est au-delà même après des dates de 2025 qu'on pourrait avoir si on se place dans 2-3 ans, et pour lequel le fournisseur, finalement, légalement, en tant que distributeur, peut continuer à distribuer ses produits. Et donc c'est vrai que ça peut être un peu perturbant, parce que vous dites on utilise un dispositif qui est plus dans les clous d'un point de vue réglementaire, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Là-dessus, on n'a pas de solution, je dirais, miracle. La seule chose qu'on pourrait, alors je ne sais pas si c'est, enfin, après vous en faites ce que vous voulez, mais ce serait un peu une recommandation, c'est que aujourd'hui, ce report de la période de grâce et de ces conditions donc, vise bien évidemment à limiter les ruptures des produits. Donc bien évidemment, même si des fois on peut se dire on va préférer tout passer en MDR, ce sera plus facile pour notre gestion, si tout le monde fait ça, les produits qui sont encore directifs et qui restent conformes ne seraient pas utilisés, du coup on aura fatalement une rupture. L'autre point, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand vous utilisez les dispositifs, sauf erreur de ma part, à réception, de toute façon, vous n'allez pas faire les contrôles qualité sur la conformité, les spécifications techniques des dispositifs, bien évidemment, et vous vous basez sur le fait qu'en amont, tout a été fait par le fabricant notamment, et les contrôles respectifs par les distributeurs, le cas échéant. Ben, c'est un peu la même problématique, la même logique finalement sur ces aspects de certificat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le dispositif est dans le circuit de distribution, n'a pas été enlevé et vous est proposé par un fournisseur de dispositifs, qu'il soit fabricant légal ou distributeur sur le territoire national, cette vérification a déjà été faite. Donc là-dessus, c'est peut-être, enfin, si ça peut vous rassurer, je ne sais pas, mais en tout cas, normalement, il n'y a pas de vérification spécifique à refaire chez vous. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a effectivement pas je ne sais pas si sur cette slide-là, mais peu importe, de certificats qui vont être updatés au niveau des certificats CE qui avaient été mis dans le cadre des directives. Néanmoins, il y aura des documents accompagnant ces déclarations qui pourront vous être fournis par le fabricant légal ou demandés via le fournisseur qui devra les récupérer auprès du fabricant pour vous permettre d'avoir une garantie sur le fait que le produit, effectivement, est bien un legacy device qui va passer MDR et pour lequel on peut continuer à utiliser les produits. Sur la slide, vous voyez, et du coup, ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est la case du haut, que la date de fin de validité des certificats qui seront étendus pour permettre la mise à disposition des DMI va jusqu'au 31 décembre 2027. Alors là, on est bien évidemment sur la mise sur le marché. Derrière, comme je vous l'ai dit, il faut considérer que tous les produits, tant qu'ils sont chez vous ou dans le circuit de distribution et qu'ils ne sont pas à la date de péremption, vous pouvez bien évidemment continuer à les utiliser. Alors, là, je pense que compte tenu du timing, on ne va peut-être pas non plus tout détailler. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des conditions spécifiques. De toute façon, vous aurez accès à ces slides par la suite. Ça vous permet de voir en termes de calendrier où on en est aujourd'hui pour la mise sur le marché de ces legacy devices. Ce qui est important, c'est que de toute façon, aujourd'hui, on est passé le 26 mai 2024, donc toutes les demandes formelles, les accords avec les organismes notifiés, les fabricants, normalement, ont été passés. Si jamais ce n'est pas le cas, effectivement, les fabricants concernés ne pourront pas bénéficier de ce report. Et donc, bon, là, ça reprend un petit peu ce que je viens de vous dire, hein, que tous les produits, effectivement, après le 31 décembre 2027 ou 2028, en fonction de leur classe et de leur type, devront être conformes au règlement. Donc, effectivement, là, vous pourriez avoir une vérification spécifique à mettre en place pour les DMI, typiquement, c'est-à-dire qu'après le 31 décembre 2027, si vous achetez ou vous utilisez donc un dispositif médical implantable qui vous est fourni directement par le fabricant légal, normalement, ça correspond à la mise sur le marché, et dans ce cas-là, il devra être conforme au règlement. Si c'est un fournisseur de DMI, distributeur qui vous fournit ce dispositif, là, bien évidemment, il y a encore la possibilité qu'il ne soit pas conforme MDR. Alors, bien évidemment, comme je dis, il n'y a pas de vérification à faire. Rien ne vous dispense, bien évidemment, de mettre en place tous les moyens de maîtrise avec vos fournisseurs actuels, de telle manière à sécuriser un petit peu, à vous rassurer sur l'utilisation de ces dispositifs. Sur cette slide-là, simplement certains supports que vous pouvez retrouver sur Internet, notamment, je pense, au modèle type de lettre de confirmation de l'ON qui va vous être fourni normalement par le fabricant
pour permettre de dire que les produits sont peuvent toujours être utilisés dans le cadre du report de la période de grâce. Alors, au-delà de tout ça, si on fait juste un petit focus sur les exigences spécifiques applicables aux DMI et notamment aux fabricants, je vous ai parlé tout à l'heure de l'augmentation des évaluations, l'augmentation des exigences en matière d'évaluation clinique et du coup également du nombre d'investigations cliniques qui ont dû être régénérées. Je pense que vous avez peut-être été concerné par un certain nombre d'entre elles qui se sont tenues dans certains de vos établissements, avec des délais supplémentaires dans le cadre du scrutiny process pour les évaluations renforcées de ces dispositifs. Et bon, je ne vais pas me répéter, hein, c'était le lien qu'on a évoqué tout à l'heure sur le risque de rupture. Concernant les exigences spécifiques, alors il y a le sujet de la carte d'implant, qui est toujours un sujet sur lequel on a beaucoup de questions et de problématiques au niveau national. Je sais que vous êtes un certain nombre, une fois, nous remonter des questions. On a des distributeurs aussi qui ont pas mal de problématiques parce qu'ils ne sont pas fabricants des dispositifs qui vous mettent à disposition et pour lesquels ils sont un petit peu coincés entre vos demandes et ce que peut faire la maison mère ou le fabricant légal du dispositif. Simplement rappeler que, effectivement, pour ces DMI, on a l'obligation de la carte d'implant, mais aussi, dans l'article 18, des informations spécifiques à remettre aux patients. Voilà, l'article 18, ce n'est pas juste la carte d'implant, c'est aussi des informations supplémentaires à fournir. On a effectivement un guide MDCG qui a été révisé sur le sujet, qui n'est certes pas opposable, mais qui constitue l'état de l'art en termes de formalisme de ces cartes d'implant. Tous les fabricants n'utilisent pas 100% de ce guide, d'autant plus que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces cartes d'implant sont aussi évaluées et on peut dire validées finalement au sein de la documentation technique par les organismes notifiés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, normalement, quand vous recevez des cartes d'implant pour ces DMI, tout est censé être conforme. Néanmoins, il y a un certain nombre de questions logistiques qui continuent à persister, notamment sur la mise à disposition. Et là, c'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que la carte d'implant est fournie avec le dispositif lui-même? Est-ce que c'est pendant la livraison avec un colis séparé, mais qui est rattaché à la commande? Est-ce qu'on vous les envoie de manière indépendante, etc. Et c'est vrai que c'est assez difficile après pour la traçabilité à gérer en interne. Il y a la problématique donc, de la transmission des informations patients, sous quel format, à quel moment, etc. La problématique du remplissage de ces cartes d'implant. Aujourd'hui, on a des bonnes pratiques, certes, mais finalement, on peut avoir des cas de figure où c'est à remplir à la mano, d'autres où il y a des stickers à mettre sur les cartes, etc. Et puis, il y a toujours la problématique des langues. Même si, normalement, effectivement, il faudrait que tout soit en français dessus, on sait que pour un certain nombre de dispositifs, c'est compliqué de tout mettre en français. Et même si je n'ai pas une vision exhaustive de ce qui se fait sur le marché à l'heure actuelle, je suis persuadé qu'il y a encore des cartes d'implant, effectivement, qui sont plutôt rédigées en langue anglaise. Et qui vous sont transmises. Donc, c'est des questions, en fait, pour lesquelles, aujourd'hui, malheureusement, vous allez dire, ça vous fait une belle jambe, mais je n'ai pas de réponse à vous apporter. C'est des questions qui sont discutées au niveau, entre autres, du SNITEM. Mais la grande difficulté, c'est de faire remonter des fois des spécificités par rapport à nos problématiques logistiques ou de gestion au niveau d'établissements de santé, qui sont spécifiques à la France, entre guillemets, par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres États membres. Et pour les fabricants qui ont leur siège social établi en Europe, hors France et ou même des fois hors Europe, forcément, c'est toujours compliqué de faire valoir des spécificités ou des besoins qu'on identifie au niveau national. Néanmoins, je pense que toutes les problématiques sont toujours bonnes à remonter et je pense que vous pouvez les remonter notamment au niveau d'année-là. On pourra faire des consultations pour voir comment on peut aussi avancer tous ensemble sur ce sujet. Mais en tout cas, on est toujours preneur de pistes d'amélioration si vous avez des besoins et des idées sur le sujet. Le résumé des caractéristiques de sécurité et de performance du dispositif. Bon, on a aussi sur ce sujet qui est applicable aux dispositifs médicaux implantables un guide MDCG qui précise un certain nombre d'éléments, qui est accessible aussi sur le site de la commission. Ce qui est intéressant sur ces informations-là, bien évidemment, c'est qu'elles sont validées par l'organisme notifié et qu'elles vont être disponibles au grand public. Et donc, il n'y aura pas besoin d'accès spécifique pour y avoir accès. Et en tant qu'établissement de santé, vous pouvez avoir accès aux informations nécessaires. Bien évidemment, tout sera disponible sur Odamed lorsque c'est fonctionnel, mais quand ça sera fonctionnel. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà dit la même chose il y a quelques années, je crois, quand j'étais venu ici, peut-être même 4 ans, 5 ans. Donc voilà, bon, en tout cas, on y croit, ça va finir par arriver. Alors, carte d'implant, il y a un mauvais copier-coller, on ne va pas revenir dessus, je vous rassure. Alors, l'UDI, j'en parlais tout à l'heure, effectivement, il y a l'obligation pour les dispositifs médicaux implantables de classe 3 de conserver l'UDI, y compris pour les établissements de santé, donc préférentiellement de manière électronique.
Alors, il y a aussi des difficultés hein, sur la lecture des codes. On a fait quelques essais sur les codes qui pouvaient être mis sur les dispositifs eux-mêmes ou sur les conditionnements, et on sait que malheureusement, des fois, il y a un delta entre les solutions techniques qui sont mises en place par les fabricants et ce que vous permettent d'identifier, de scanner les outils que vous avez au sein des établissements. On a fait des essais notamment surtout sur du marquage direct, mais on s'est bien rendu compte que le standard, malheureusement, établissement de santé, ne permettait pas de tout lire et qu'on n'avait pas de cadre réglementaire qui permettait d'imposer des modes de lecture qui permettent à tous les systèmes de les lire. Donc, quoi qu'il en soit, effectivement, je pense que les industriels essayent de faire quand même au mieux. Ce qui est important sur ces notions du DI, c'est que, et on le verra pour ceux qui sont encore à cet après-midi, je reparlerai de tout ce qui est gestion de mesures correctives de sécurité, gestion de la vigilance, notamment pour les DMI, c'est que les fournisseurs de dispositifs médicaux au sein des établissements de santé ne sont pas tous, bien évidemment, fabricants. Loin de là. Et souvent, quand vous référencez le dispositif, vous le référencez sous un code qui souvent est un code fournisseur, un code qui est rajouté par le fournisseur sur le dispositif, qui n'enlève pas le code fabricant, mais en tout cas, ce qui est une nouvelle référence, à référence catalogue ou autre. Sur le numéro de lot, on n'a pas l'unicité du numéro de lot. Alors pour un fabricant, oui, mais c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on ait deux fabricants qui utilisent le même système de numéro de lot. Donc c'est là que l'UDI entre en jeu, avec une identification unique qui permet, même si vous n'avez pas communiqué le nom du fabricant, normalement avec l'UDI qui sera présent sur le produit, ça permettra d'être sûr d'identifier le dispositif. Et ça, c'est vraiment, je dirais, la chose la plus importante, parce qu'aujourd'hui encore, dans la gestion des vigilances, on peut être amené à recevoir des signalements. On se dit, bah, c'est peut-être mon dispositif ou pas. Donc, on ne sait pas d'ailleurs si on peut vraiment traiter le cas ou comment on avance. Des fois, on se rend compte qu'en fait, effectivement, après un début d'investigation, ce n'était pas le dispositif du fabricant concerné. Du coup, le bon fabricant n'était pas informé. Donc, on a un retard à la gestion des cas. Donc voilà, l'UDI, si jamais il n'est pas utilisé comme clé de référencement des dispositifs dans votre traçat dans les établissements de santé, c'est l'une des priorités à communiquer lors des cas de vigilance. Alors, il y a également les PSUR qui sont une nouveauté en termes de formalisme sur la gestion de la surveillance après commercialisation des dispositifs. Pourquoi je vous en parle là? Parce qu'on a souvent la question d'un certain nombre d'entre vous qui remonte le fait que vous déclarez un certain nombre de cas, et c'est vrai que des fois, vous n'avez pas toujours le feedback de l'industrie. Alors, pour plein de raisons, parce que le cas a mis très longtemps à se clôturer, du coup, ils ne reviennent pas vers le correspondant local de matériaux-vigilance, parce que c'était un cas non grave, etc., etc. Enfin, il y a plein de raisons. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le message qu'on passe, nous non plus, côté industriel, dans les recommandations sur lesquelles, d'ailleurs, on a travaillé, sur lesquels on a pu échanger avec et la NSM et les coordonnateurs régionaux de matériaux-vigilance, c'est le fait de se dire que tout opérateur économique, et notamment le fabricant, lorsqu'ils ont clôturé un cas de vigilance, qu'ils doivent informer le correspondant local de matériaux-vigilance, ça vous permet, vous, de clôturer les cas. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le type de signalement, même s'il n'y a pas une mesure corrective de sécurité qui est prise, même si ce n'est pas un cas grave, c'est important de les remonter, parce qu'il y a une synthèse de tous ces cas qui est faite par le fabricant, qui est compilé dans ce qu'on appelle le PSUR et qui est soumis périodiquement à l'organisme notifié. Si on est sur un DMI classe 3, ça sera mis à jour au moins une fois tous les ans, et plus si besoin, et qui, entre autres, fait la synthèse de tous ces cas de vigilance. Et ça va même plus loin, parce qu'on intègre aussi des éléments sur les cas de vigilance qui apparaissent worldwide hors de l'UE. Mais du coup, il y a une vraie logique à tout remonter, parce qu'un signalement de plus, des fois, ça peut montrer que dans les rapports de tendance ou autres qu'on peut être amené à faire, même sur des cas non graves, qu'il y a des actions correctives à mettre en place. Effectivement, ce n'est pas un signalement qui va permettre cette FSCA, mais ça peut être 10, 15 qui vont faire augmenter le signalement. Donc, c'est vraiment, encore une fois, important de remonter ces cas. Et petite précision d'ailleurs, en lien sujet sur l'UDI et ce que j'ai pu entendre tout à l'heure sur la prise de photos de dispositifs, là aussi c'est très important, même si ça peut être lourd à gérer, de prendre des photos des dispositifs, parce qu'au-delà de permettre de confirmer l'identification du produit, ça peut permettre dans certains cas de figure de commencer à avoir suffisamment d'éléments pour initier un début d'investigation, au moins pour qualifier le cas chez le fabricant et se dire effectivement là on sait qu'on va être sur un cas grave et on peut déjà commencer à déclarer. Et puis une petite spécificité aussi pour ces DMI, bien évidemment, mais ça je pense que vous le savez déjà, mais on est sur une conservation de toutes les données relatives aux produits d'au moins 15 ans chez le fabricant versus 10 ans pour les produits qui ne sont pas des dispositifs médicaux implantables.
J'ai fini pour cette présentation. J'espère que j'ai tenu le timing à peu près. Et si vous avez des questions, bien évidemment, j'essaierai d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, c'était très clair. Encore une fois, est-ce que vous avez des questions? Questions au fond, j'arrive. C'est vraiment juste un complément d'information à vous demander. Quand vous parliez tout à l'heure voilà, de la prolongation de la période transitoire, en établissement de santé, est-ce que le pharmacien est censé venir vers le fabricant ou le fournisseur pour lui demander s'il est dans ce... Bientôt. Bon, elle est dehors. À défaut, en fait, Elle est là, elle est peut-être dehors, je sais pas, il y a quelqu'un. à défaut de pouvoir récupérer, voilà, parce que certains fabricants se sont lancés dans des lettres auprès de leurs utilisateurs, mais pas tous. Et on a quand même des tendances du terrain avec des pharmaciens qui s'inquiètent de leur responsabilité vis-à-vis de la non-information qu'ils ont de la part de leurs fabricants. Qu'est-ce que vous nous conseillerez ? Alors, au niveau réglementaire, en tout cas au niveau règlement DM, il n'y a pas d'obligation sur le sujet qui s'applique aux établissements de santé. Après, il y a peut-être d'autres textes que je ne connais pas, et je m'en excuse, mais pour lesquels il y aura des obligations. Je vous disais tout à l'heure, c'est que je comprends l'inquiétude que peuvent avoir certains pharmaciens qui sont responsables du référencement. Après, les vérifications, normalement, sont toujours faites en amont. De la même manière, on pourrait dire, on pourrait se poser la même question pour des DM falsifiés, par exemple. Est-ce que vous recontrôlez les DM falsifiés? Est-ce que vous avez des moyens de contrôle, etc. Donc, en théorie, je dirais, ça ne veut pas dire qu'il faut faire forcément confiance à se le fermer, mais normalement, en amont de la chaîne, tout fournisseur de dispositifs médicaux ne peut vous mettre à disposition que des dispositifs médicaux pour lesquels il a le droit de les mettre à disposition. Sachant qu'aujourd'hui, on a en plus le fait de dire que quand le dispositif est dans le circuit de distribution, qu'il a déjà quitté finalement le fabricant, il peut continuer à être mis à disposition pendant toute sa durée de vie. Donc en théorie, s'il n'y a pas de rappel produit, etc., il n'y a pas non plus de limite à l'utilisation. Là où vous allez avoir beaucoup de difficultés, je pense, avec certains fournisseurs, c'est d'obtenir les papiers type les lettres d'engagement avec l'ON, etc., que tous les distributeurs n'auront peut-être pas pour l'ensemble des produits. Normalement, le fabricant légal, il n'y a pas de difficulté à obtenir ces datas puisqu'il les a déjà chez lui. Donc après, à voir comment procéder. Est-ce que tous les industriels le feront de manière proactive? Je ne sais pas. En termes de gestion, vous le savez, c'est très compliqué compte tenu du nombre de dispositifs, etc. Sachant qu'en plus, les fournisseurs qui ne sont pas donc fabricants n'auront pas le jour même, je dirais, toutes les données réactualisées par le fabricant, le cas échéant, par rapport à ces documents. Donc, après, l'idée, ça peut être aussi d'échanger directement avec le fabricant sur le sujet. Alors, je sais que ça peut être un petit peu compliqué des fois pour des barrières de langue, etc. Mais dans le cas de la vigilance, on en parlera cet après-midi, mais l'intérêt aussi, c'est de ne pas remonter le cas qu'au fournisseur, mais aussi au fabricant légal, pour optimiser le timing, etc., etc. Donc, il faut que vous ayez un contact, idéalement, avec le fabricant légal pour la partie, effectivement, vigilance, mais ça peut être aussi le cas pour la réactualisation des référencements que vous avez. Merci. D'autres questions dans l'Assemblée? Est-ce que... Ah, là-bas. Et après, je passe pour savoir en visio si... Moi, j'ai une question par rapport aux cartes d'implant tout à l'heure. On en parlait justement sur le fait de l'obligation d'en avoir. Est-ce que, là, on se rend compte qu'il faut une carte d'implant par implant. Quand il y en a plusieurs, c'est compliqué. Est-ce que du coup, une synthèse de pose, générée informatiquement avec toutes les données nécessaires est suffisante, ou il faut quand même, en plus de ça, avoir ces cartes d'implant? Normalement, effectivement, il est nécessaire d'avoir la carte d'implant telle que demandée dans le règlement. Effectivement, là aussi, j'en ai pas de réponse miracle, mais se posent les problématiques quand on a des implants qui sont des systèmes de l'article 22, l'association d'un certain nombre de dispositifs. Je pense notamment aux implants du rachis, etc. On a plein de pièces, ce qui n'est pas toujours évident. Vous avez souvent peut-être avec je vulgarise un peu les termes, mais des mallettes avec un certain nombre de pièces en fonction des tailles, etc. Vous allez combiner certains dispositifs. Et là, pour la carte d'implant, c'est très compliqué. Il y a eu des discussions et des exemples qui ont été donnés aussi dans les guides européens sur le fait d'avoir des cartes d'implant à feuillet, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on a la situation où justement, on n'a pas encore les réponses, qu'on a des fabricants qui se disent, dans ce cas-là, par rapport à ce que je vais fournir, il faudrait que j'ai une carte d'implant avec 12 feuillets.
Et on se doute bien que ce n'est pas gérable. Et notamment aussi si derrière on rajoute des dispositifs implantables, qu'on modifie une pièce, etc., notamment quand on a des explantations à faire. Donc là-dessus, la seule chose que je pourrais, entre guillemets, vous recommander, c'est d'en discuter avec le fabricant légal du dispositif, et là vraiment sur le fabricant légal, pour voir ce que lui il préconise de ce qu'il veut mettre en place et directement remonter, je dirais, vos problématiques terrain. Ça peut passer aussi par le fait de tout centraliser, entre autres par Daniela, de remonter via les coordonnateurs régionaux, de remonter à l'ANSM. Enfin, je ne sais pas comment on peut optimiser ça, mais pour voir justement comment de manière collective on pourrait au niveau national, mais en fait surtout au niveau européen, harmoniser un petit peu les pratiques pour avoir quelque chose justement de pratico-pratique et de réalisable, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour tous les cas de figure. Si je peux me Est-ce qu'en permettre visioconférence, il y a des questions? Oui, est-ce que je peux me faire une petite remarque, Daniela? Alors, juste par rapport à la carte implant fournie par le fabricant, ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte implant, il y a de plus en plus de fabricants qui mettent un lien. Et ce lien-là, en allant le chercher, il va avoir donc accès, le patient, il peut avoir accès à plusieurs informations qu'aujourd'hui ne lui sont pas transmises, par exemple l'IFU, les précautions d'emploi, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir par rapport à ces cartes d'implant. Alors moi, ma question par rapport à ça, est-ce que tous les industriels vont tendre vers ça, Monsieur Macré? Ça serait bien, hein? De faire un lien sur la carte d'implant? Ou des Alors, puces ou des choses comme ça, de manière à ce que le patient il puisse, puisque Eudamed n'est pas encore opérationnel, et donc pour avoir les informations de précaution d'emploi, de sécurité, je trouve que c'est pas mal ça. Alors, oui, c'est-à-dire que normalement, d'ailleurs, on a des symboles spécifiques au niveau des normes harmonisées qui renvoient justement sur le site internet du fabricant. On a une exigence dans le règlement à l'annexe 1.23 H, non pas H, enfin 1.23, où justement il est indiqué que si le fabricant dispose d'un site internet, bon, ce qui est normalement le cas, je pense, de quasiment tous les fabricants, il a l'obligation de fournir un certain nombre d'informations sur son site internet. Donc notamment pour les implants, ça permet de savoir effectivement les précautions d'emploi, les compositions, etc. Enfin un certain nombre d'informations sur le dispositif. Là d'ailleurs où il faut faire très attention, et c'est là-dessus qu'on discute beaucoup aussi avec les fabricants, c'est que l'enjeu sur ces informations, c'est qu'elles soient à jour sans effacer pour autant les anciennes. Vous avez un dispositif implantable, je ne sais pas, une prothèse de hanche où on va changer la nature d'un métal ou d'un polymère. Sur une deuxième version de l'implant, on n'aura plus finalement la même notice ou les mêmes informations que sur la version 1. Ce qui veut dire qu'il faut que sur ces sites fabricants, on ait de manière concomitante la présence des informations pour la V1 du produit, la V2, la VN+1, etc. Et une identification des produits concernés qui soit facilement identifiable par le patient ou éventuellement par le professionnel de santé pour se dire j'ai tel lot, tel UDI de produit, quelle est la référence finalement de l'information fournie par le fabricant que je dois utiliser. Mais effectivement, normalement, ces informations, dans la plupart des cas, sont présentes sur les cartes d'implant. En tout cas, ça fait partie d'une recommandation sur le guide MDCG. Et de mémoire, je crois que le petit logo normé, c'est un ordinateur, je crois, sur lequel on met... Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, par contre, cette dématérialisation de la notice, elle est obligatoire ou recommandée pour les classes 3? Elle est obligatoire ou elle est recommandée? Alors, sur cette obligation, on n'est pas sur une... Alors, quand je vous parlais de l'annexe 1.23, on n'est pas sur une dématérialisation, on n'est pas sur du e-labeling, là, pour le coup. On est sur une obligation supplémentaire qui s'applique à tous les dispositifs médicaux Oui, conformes. ça j'ai bien compris. Mais la dématérialisation de la notice, dans le cadre d'un projet écologique ou RSE, etc., est-ce qu'elle est obligatoire ou faut recommander, et notamment pour les classes 3, les implants? Alors, elle n'est pas obligatoire. Il y a des discussions qui ont été rouvertes, justement, comme vous l'évoquez, par rapport aux problématiques écologiques ou autres, et puis au-delà d'écologique, pour des facilités aussi de gestion au niveau des établissements de santé, de dire qu'il faudrait étendre le périmètre de la réglementation e-labeling à d'autres dispositifs. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait le devenir. Mais en tout cas, effectivement, il n'y a pas forcément d'obligation aujourd'hui de dématérialiser pour les produits. Mais par contre, il y a des règles bien spécifiques pour les fabricants qui souhaitent le faire.
Il y a aussi une question sur l'obligation. Est-ce que l'obligation, c'est effectif déjà que ce soit dans le DMP des patients? Ces informations sur le DMI? Alors, sur le DMP, je ne sais pas. On va en parler dans l'arrêté de septembre. C'est une obligation légale que ça super. passe dans le DMP puis le dossier pharmaceutique. Hein, donc, Eh ben, il y a des interfaces entre le DPI et le DMP. Donc, on va en parler rapidement dans ma présentation. Eh ben, c'est parti. Donc,